Merci de votre fidélité. À la une ce soir, la grève des transporteurs se poursuit demain à Kinshasa. Ce matin, un mouvement de grève a paralysé la ville. Les chauffeurs s'opposent à la tracasserie. Des agents de la division de transport ont fait le constat dans cette édition d'information. Les avoirs acquis à l'étranger par des criminels doivent être rapatriés au pays après les condamnations. La CNRF estime que les criminels ne peuvent pas jouir de ces biens. Retour à la normale au Soudan, Abdallah Hamdok retrouve son poste de Premier ministre. Les émissaires de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, dépêché à Khartoum, saluent la fin de la petite crise. Voilà tout pour les titres. Merci encore une fois. Les chauffeurs de taxi maintiennent la grève jusque demain dans la capitale. Ils se disent victimes des tracasseries des agents de la division de transport. Ce matin, ils ont paralysé la ville. Constat sur le terrain avec nos reporters Yolande Voka et Fiston Monouma. Kinshasa s'est réveillé ce matin paralysé. Pas de transport en commun. Les chauffeurs de taxi-bus sont en grève. Et le trafic a été fortement perturbé ce lundi 22 novembre. Nous allons poursuivre notre mouvement de grève demain, car les tracasseries s'intensifient tous les jours. Les policiers utilisent les voitures banalisées pour arrêter parfois sans raison certains conducteurs. On en a marre. Le chauffeur de transport en commun déplore les tracasseries des éléments de la police spéciale de roulage et les agents de la division provinciale de transport. Les infractions ne sont pas toujours claires. Tantôt c'est la hausse de prix et parfois ils évoquent le changement d'itinéraire. Même avec tous les documents, ils trouvent toujours une infraction pour vous arrêter. Plusieurs conducteurs n'ont pas repris leur travail ce jour. Une reprise de transport en commun s'est observée timidement dans l'après-midi. Le transport était vraiment très difficile. Je suis sorti depuis 13h10. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas toujours de transport de capé là. Des dispositions doivent être prises pour stopper ces mouvements. Jeudi 25 novembre, les chefs d'État africains vont se réunir à Kinshasa. Un sommet sur la masculinité positive. En prélude de ce sommet, justement, les organisations féminines travaillent sur les recommandations à prendre en compte par les dirigeants africains. En prévision du sommet de chefs d'État et des gouvernements de pays africains sur la masculinité positive qui se tiendra le jeudi 25 novembre prochain dans la capitale congolaise sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la commission genre de l'Union africaine, en collaboration avec les bureaux de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, l'ONU Femmes et les PNUD, a organisé ce lundi à Kinshasa des consultations avec les femmes leaders afin de formuler des recommandations qui seront prises en compte dans la déclaration de chef d'État. Chantal Yelumolob, conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, a travaillé depuis près d'une année dans la préparation de la dite conférence. La violence à l'égard des femmes et des filles est considérée par l'Union africaine comme l'une des formes les plus flagrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits humains fondamentaux des femmes. Pour l'Union africaine, les chefs d'État et des gouvernements doivent s'engager et s'impliquer personnellement si l'on veut éradiquer ce fléau. C'est ainsi que l'Union africaine a projeté la tenue de la toute première conférence des hommes chefs d'État sur l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles sous la direction du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. De son côté, la commissaire genre de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, a remercié le chef de l'État pour avoir accepté que ces sommets se tiennent en République démocratique du Congo. À l'issue de cette conférence, le chef d'État et des gouvernements devront adopter la déclaration de l'Union africaine contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Protection des personnes vivant avec handicap en RDC, le Sénat a adopté le rapport de la commission mixte PAJ socioculturelle. Cette loi organique prépare leur insertion dans la société. Détail Sandra Nyangita Bouguelor Kimpianga, Denis Kungi. Les personnes avec handicap auront bientôt une loi organique qui régit leur situation. La proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap est en seconde lecture au Sénat. Le rapport de la commission mixte socio-culturelle, genre, famille, enfants et politique administrative a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière ce lundi sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Après un débat houleux, les sénateurs ont reçu 48 heures pour faire parvenir à la commission les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PAJ du Sénat, Jean Bakomito, parle du bien fondé de cette proposition de loi. Une loi qui va permettre à nos frères et sœurs qui vivent avec handicap de pouvoir être insérés dans la société et de trouver leur place, d'avoir une protection juridique, même en ce qui concerne leurs biens. Lorsque le fait, par exemple, de spolier un bien à personne handicap, notamment à cause de son handicap, est désormais pénalisé. Selon ce texte de loi, est considéré comme personne avec handicap tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, ainsi que la personne atteinte d'albinisme et d'unanisme dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres personnes. Une attitude du Sénat très saluée par la Fédération congolaise des personnes handicapées. Je dois d'abord à première vue remercier de tout cœur le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour avoir programmé cette proposition de loi. Nous allons maintenant droit vers l'adoption définitive et la promulgation de cette loi. Cette loi organique prévoit... C'est conclu entre la RDC et l'OIT. Les deux parties ont signé le programme Pays pour le travail décent. Le programme couvre la période allant de 2021 à 2024. Cérémonie présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Pati Tondongo Kizunda. Du Congo dispose désormais d'un cadre de coopération entre ses mandats et l'Organisation internationale du travail OIT. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la signature du document du programme Pays pour le travail décent RDC 2021-2024 entre les mandants de la République démocratique du Congo, à savoir les représentants des travailleurs, les patronats et les gouvernements congolais représentés par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Doucy-Kembe d'une part et d'autre part l'OIT par les biais de sa directrice pays Soumouna Nteba a eu lieu ce lundi 22 novembre 2021 à Kempinski Fleuve Congo Hotel. Dans son allocution, le chef du gouvernement qui a préfacé les 10 documents a au nom du chef de l'État félicité la ministre de l'Emploi et les partenaires pour les travaux abattus et a appelé les parties prenantes à s'approprier de ces programmes. J'ai parlé des félicitations de son Excellence Monsieur le Président de la République parce qu'il a à cœur l'emploi de manière générale. Mais le travail décent, ça devient plus précis. Une autre interpellation, c'est le taux. On parlait de 72%, j'ai suivi avec attention, du taux de l'emploi dans l'informel. Et ici, je pense que c'est une interpellation aussi, de nous rassurer que tous les efforts doivent être mis pour que ce travail qui se fait en informel revienne dans le secteur formel. Claudine Doucy-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a rendu hommage au chef de l'État et au Premier ministre pour son accompagnement avant d'insister sur la protection sociale et l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Lutte contre le terrorisme. La RDC se prépare à adopter la loi antiterroriste et l'ensemble des instruments. Le Premier ministre a exprimé sa ferme détermination au cours d'un échange avec une délégation d'experts africains engagés dans la lutte. Les images sont de Bienvenue le Sala.
La lutte contre le terrorisme nécessite aussi la mise en place des lois et stratégies nationales efficaces. Le Premier ministre est plus que déterminé à éradiquer ces fléaux qui endeuillent les familles et sèment la désolation en République démocratique du Congo. Et sa priorité reste les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema et du Tanganyika. Et dans les soucis de renforcer les moyens de lutte, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu une entrevue avec le colonel Christian Emmanuel Mouraya qui a conduit la délégation des experts et techniciens du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme. L'hôte du chef de l'exécutif national s'est dit impressionné par la disponibilité du chef du gouvernement de lutter contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Et il nous a rassuré de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué. Le colonel Christian Emmanuel Mouraya est sorti de cette audience avec les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge de tout mettre en œuvre pour que les provinces qui souffrent à cause de cette barbarie humaine retrouvent dans les prochains jours leur paix et sécurité. En Afrique, le nouveau gouvernement soudanais sera constitué des techniciens. La primeur a été annoncée aux émissaires du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. L'incident est donc clos. Le Premier ministre a été rétabli. Abdallah Hamdok a repris son poste de Premier ministre le dimanche 21 novembre 2021. Après le coup de force du Conseil souverain des transitions, l'ayant écarté pendant 4 semaines de ses fonctions du chef du gouvernement du Soudan. Un accord politique a été trouvé entre le président du Conseil de transition du Soudan, le général Abdel Fattah, et le Premier ministre réhabilité. Président en exercice de l'Union africaine, ne pouvant pas cautionner l'instabilité politique ayant causé la mort d'une dizaine de personnes, la veille, Félix-Antoine Tshisekedi a dépêché une mission conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et de son conseiller militaire, François Kabamba. Le message du président en exercice de l'UE est clair. Le Soudan doit regagner sa place dans l'organe panafricain. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple soudanais, dans la mesure où c'est aujourd'hui finalement que la petite panne de transition du parcours démocratique qui est survenue vient d'être résolue par la signature d'un accord politique historique très important qui consacre la fin évidemment de la petite crise, mais aussi qui remet sur les rails la transition qui a été conclue sous les auspices de l'Union africaine. Le président Mourad nous a donné le privilège de nous tenir largement informés de ce qui venait de se passer, qui coïncide avec notre présence ici, qui permet de rencontrer les préoccupations non seulement du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi de l'ensemble de l'Afrique et de l'organisation continentale, l'Union africaine, qui avait déjà pris une position. Le Premier ministre retrousse ses manches pour vite aller à l'essentiel, a confirmé l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous l'avons trouvé au travail, immédiatement après la signature. Autre élément à retenir, c'est que tous les protagonistes, du moins représentés ou symbolisés par le président Mourad, et le Premier ministre, font et réitèrent leur totale confiance au président Tshisekedi, à son leadership à la tête de l'Union africaine, et comptent sur lui pour obtenir, c'est important aussi, le retour du Soudan dans la famille de l'Union africaine dont il a été suspendu. Cette mission est un succès diplomatique du mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine pour la stabilité du continent. Échange d'expériences entre Kinshasa et Djobour, c'est dans le domaine bancaire pour ressusciter la Cadeco. En mission sur place, la ministre d'État au portefeuille a eu des échanges avec son homologue sud-africain. Angèle Mabiala Landou et Litumba.
African Bank est une banque sud-africaine qui a eu un parcours très difficile. Une expérience enrichissante qui a beaucoup de similitudes avec la Cadeco. Tous les services de monétique et de money banking sont traités par Direct Transact avec 2000 employés. 10% sont sur le site pour raison de Covid. En 1974, le consortium de chefs noirs ont eu l'idée d'accélérer l'inclusion financière avec un accent mis sur les crédits immobiliers, de prêts sécurisés octroyés aux agents et fonctionnaires de l'État. Et en 2013, suite à la crise financière, la banque fut placée sous la gestion de la Banque centrale sud-africaine. L'objectif était de créer une nouvelle structure. Avec 2 millions de clients et 2 milliards de crédits, c'est tout un patrimoine national. De nos jours, 30% des clients n'ont jamais mis les pieds à la banque. Toutes les opérations bancaires se font à partir de leur téléphone. Une expérience que la ministre d'État voudrait partager avec la République démocratique du Congo. Africa Bank vient de nous donner un vent nouveau. Ce qui veut dire que nous allons insuffler à la Cadeco, nous allons procéder à la transformation par la digitalisation. Cette expérience va faire que Cadeco puisse répondre aux besoins du peuple congolais. Il y a quelques années, African Bank avait le même problème que la Cadeco, mais avec la volonté du gouvernement et de la Banque centrale, tout a été rénové. Avec la même volonté, le gouvernement congolais peut rééditer cet exploit en République démocratique du Congo. La volonté manifeste de la patronne du portefeuille est à féliciter. Les agents et cadres de la Cadeco ne jurent que sur la restructuration profonde de leur entreprise. Depuis Midrand, Elie Toumba, Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. L'RDC et le Burundi déterminés à unir leurs efforts dans le domaine de la coopération agricole. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre le ministre congolais de l'Agriculture et son homologue burundais. Les deux hommes se sont retrouvés à Bujumbura. Marthe Mangazakalala. Au Burundi, où il séjourne depuis la semaine dernière, sur invitation de son homologue, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirianze, a échangé avec Dr Deongi Derurema, ministre burundais en charge de l'agriculture. Parmi les points développés par ces deux personnalités, au cours de cette entrevue, on notera entre autres la coopération dans les domaines agricoles et le partage d'expériences entre les deux pays. Nous avons deux voisins qui ont déjà fait le pas, qui vont vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des expériences à échanger, nous avons des moyens à nous donner mutuellement. On a discuté sur le programme de ce que nous allons faire pendant notre séjour ici. Et puis à la fin, nous allons nous mettre d'accord sur comment collaborer notre ministère et le ministère de la République du Burundi. D'où une série de descentes sur terrain avec son homologue burundais et toute la délégation qui l'accompagne. Le ministre Désiré Nzingabirianze a respectivement visité les champs de maïs dans la commune de Giheta, province de Kitega, et d'autres champs de 20 hectares appartenant au ministre burundais Deongide, se trouvant sur la colline Boussinde dans la commune de Gahombo. La délégation a également visité des champs se trouvant sur les collines Rwagongwe et Muganga dans la commune de Muruta. Aussi, l'usine de transformation du jus et liqueurs à base de bananes, ananas et miel, Imena Soma Usubire. Dernière étape, l'usine Teikol de Rwegura. La République du Burundi, pays d'Afrique de l'Est fortement enclavé, sans accès à la mer, est totalement dépendant du devenir de son agriculture. Blanchiment des capitaux, les biens acquis à l'étranger de manière illégale doivent être rapatriés au pays, sinon à quoi auront servi les condamnations. Les experts financiers venus de différents coins du pays sont à Kinshasa pour une série de réflexions. Guy Kitoko Guilain Mukunga, reportage. Ces avoirs criminels devraient être retracés et récupérés. Des revenus financiers illégaux de par le monde est une véritable gangrène. En RDC, les avoirs criminels plombent le développement et la volonté des pouvoirs publics. Cet atelier vient ainsi renforcer la coopération entre le service répressif et juridique compétent dans le domaine des enquêtes et du recouvrement des avoirs. La population se pose toujours la question de savoir à quoi servent toutes ces décisions judiciaires condamnant les criminels financiers si leurs avoirs ne sont pas récupérés. Donc désormais, comme nous avons dit, nous ferons de la récupération des avoirs ici de crimes financiers, notamment la corruption, le blanchiment et autres, notre cheval de bataille. Il ne suffit pas seulement de condamner, mais il faut aussi récupérer ces avoirs. Parce que pour que le criminel financier n'en profite pas.
L'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue apprécie le travail de titan abattu par la CNRF. Nous soulignons encore l'importance de la CNRF et d'une manière transversale. Nous faisons de la CNRF le point d'orgue de nos programmes parce qu'aujourd'hui il faut que le crime ne paie plus. C'est aussi une manière dissuasive de faire comprendre aux criminels que ça suffit. Et nous félicitons vraiment la CNRF pour le rôle actif dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et dans la mise en œuvre de plans d'action. Cet atelier va déboucher sur une stratégie globale de recouvrement des avoirs criminels et de poursuivre des biens qui sont des produits du crime. Merci Guy Matundu pour ce reportage. Ouverture aujourd'hui dans la capitale des travaux de la conférence internationale sur l'intégration des pays d'Afrique centrale. Parmi les objectifs poursuivis, la mise sur pied des mécanismes pour renforcer la résilience des cultures africaines. José Baïtouambou. Une semaine après la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, les acteurs du climat et de l'environnement d'Afrique centrale sont convoqués à Kinshasa pour réfléchir à la manière de renforcer la pratique de l'agriculture intelligente face au climat dans la région. Organisés conjointement par les CEAC, l'ICORAF et l'Union européenne, ces travaux permettront aux participants de discuter davantage de moyens de renforcer l'itération centrafricaine de l'Alliance pour une agriculture intelligente face au climat. Une rencontre de haut niveau à double volet qui va également passer en revue et valider une nouvelle stratégie pour faciliter l'intégration des États d'Afrique centrale et de communautés économiques régionales dans les activités du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF. La présidente du conseil d'administration du CORAF a dans son discours insisté sur l'objectif de son institution qui vise une croissance accélérée et durable de l'économie agricole avec l'appui de systèmes de recherche et développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les représentants de l'Institut national d'études et de recherche agricoles, INERA, a appelé les participants à adopter les approches recommandables en vue de soutenir les initiatives du CORAF visant à renforcer sa présence en Afrique centrale. Un vœu partagé par le représentant du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui a ouvert les travaux. L'empreinte du CORAF en Afrique centrale remonte à plusieurs décennies avec des projets conçus pour soutenir l'élevage, les cultures, l'aquaculture, l'environnement, l'accès au marché et le développement du capital humain. La gratuité est un choix irréversible pour le chef de l'État et le dialogue social est rétabli entre le banc syndical et l'employeur. Les deux parties ont conclu un accord à Mbouela Lodge, c'est au Congo central. Récit de Nadine Kilouche. Après 3 semaines de négociations et d'échanges à Mbouela Lodge à Kisongo dans le Congo central, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'EPST sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord. En présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du Premier ministre et quelques membres du gouvernement, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a remercié les syndicalistes pour leur esprit patriotique durant les négociations. Je suis content du travail abattu durant 3 semaines. Certes, les échanges et les discussions étaient très engagés, mais aussi francs, pertinents et fructueux au sujet des problèmes spécifiques du secteur éducatif et surtout des revendications légitimes des enseignants face aux ressources faibles du trésor public. Grâce à ces dialogues sociaux, ils ont accouché des résultats auxquels tout le monde a adhéré. Jean-Pierre Liaou a dans son mot de clôture démontré la volonté du gouvernement congolais d'œuvrer pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des enseignants congolais. Ces choix résultent de la volonté du constituant. Mais il fallait bien le mettre en application, ces choix. Et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'histoire retiendra que c'est lui qui a fait ce choix de matérialiser la volonté commune, de la gravité, de l'enseignement humain dans notre pays.
Le décret du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde portant création du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation destiné à améliorer les conditions sociales des enseignants et à consolider la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. De la reconversion des ex-Kuluna, le miracle s'opère à Kanyamakasese. Des jeunes délinquants ont rangé les armes blanches pour apprendre l'artisanat. Regardez ces images commentées par Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces ex-Kuluna transférés au centre pilote de Kanyamakasese. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres menuisiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est dit comblé. Notre objectif, pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs. De 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que les 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire 2 gonds, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs complètement transformés et reconvertis en citoyens capables de contribuer au développement de leur pays. le coup appelé service national et pour longo la makantino ça m'a payé wana zaki na ngoya oyibaka ya roboto la bato ba bilo kwa ntuwa biona ya ngotitaka na sale inane mubimba na tikolo yibele wa mutute na tikolo ko tata na ndako mutute lelo biso to bulete okufa ta ndenge tuzali. Au service national, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord et d'application. Restons dans le même coin où une prière était organisée en faveur de la nation congolaise, une croisade à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, dont le conseiller du chef de l'État en matière culturelle. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien, nous dit la parole des dieux. Les rassemblements des enfants des dieux pour la transformation du Congo, REDSCO en sigle, a organisé une spéciale croisade nationale de prière en faveur de la nation congolaise et du président de la République, ce samedi 20 novembre 2021 à Lubumbashi. Mais avant cela, l'Union des églises indépendantes du Congo a ordonné 120 serviteurs des dieux, évêques, pasteurs. Ces derniers disent être capables de soutenir le bras du chef de l'État dans la prière. Prenant la parole, les conseillers du chef de l'État en matière culturelle, Théo Tshilombo, a fait savoir aux serviteurs des dieux récemment consacrés que le Congo a besoin d'unité, car notre pays est mis en mal par des appétits politiciens de certains responsables religieux qui, plutôt d'être témoins de l'amour qui rassemble les enfants des dieux, quelle que soit leur conviction politique, n'hésitent pas à afficher publiquement la haine et l'exclusion. Ce genre d'attitude ne construit ni l'Église ni le pays. C'est pourquoi la croisade des prières qui vise à rassembler tous les enfants de Dieu dans le contexte politique de notre pays est une belle opportunité d'interroger notre agir collectif, nos discours et nos convictions partagées. L'RDC est éligible au fonds vert pour permettre aux organisations de la société civile des droits congolais de bénéficier de ces financements. Une formation vient d'être organisée. Les détails avec Christine Lenzo dans ce reportage.
Positionnés comme bénéficiaires du Fonds vert pour le climat, les quelques structures accréditées pour l'obtention de ces fonds destinés aux mécanismes basés sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique peuvent en bénéficier, mais ignorent comment élaborer les projets qui doivent obéir aux critères d'éligibilité du niveau international. Voilà qui a poussé les responsables de l'action communautaire pour le développement intégral ACDI de réunir les différentes structures accréditées pour les outiller sur l'accès à ces financements. C'était au cours des journées d'information organisées en collaboration avec la délégation générale de la francophonie, les Fonds verts pour le climat et l'Union des jeunes pour le développement UGD. Nous formons, nous informons aux représentants des organisations pour qu'eux aussi puissent relayer les formations. C'est ça l'objectif idéal pour nous, c'est celui de les armer de connaissances approfondies pour qu'eux à leur tour puissent relayer au niveau de leur base et aussi commencer à postuler pour gagner beaucoup d'argent comme dans d'autres sièges pour que le pays aussi puisse en tirer profit. Parce qu'il y a tellement de la matière que nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. Donc on a commencé d'abord par l'information et la sensibilisation et s'en suivra les formations. Parlant de la francophonie, le conseiller Maonde Kalongo a souligné que cette structure finance les projets de la société civile, aussi des opportunités d'affaires. Occasion pour les PCA, Claude Iluta de la CDI Asbel et ses partenaires de mobiliser les participants à ces points d'information venus de Kinshasa et des provinces à bien travailler pour accéder aux différents niveaux de ces financements. On termine par la politique. Le 12 novembre dernier, l'UDPS a célébré la journée nationale dédiée à la base. À cette occasion, les cadres et combattants du parti présidentiel se sont retrouvés autour de Jean-Marc Kabound, président national intérimaire. Tous ont réitéré leur soutien aux actions du président de la République, Alain Bikaï. Pas un seul instant pour encourager ses compatriotes qui posent les actions louables en faveur de la population. Malgré son agenda chargé, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est descendu ce week-end dans la commune de Matete pour soutenir le projet Sion Mundadi Hospital initié par Joël Mundadi, secrétaire national à l'UDPS. Un projet à impact visible qui sera, avec l'appui des autres partenaires extérieurs, dupliqué sur l'ensemble du territoire national. Sur place, le secrétaire général a été surpris par la mobilisation spontanée des habitants de cette commune. Le docteur Joël Mundadi a eu aussi à donner les explications au numéro 2 du parti présidentiel sur le fonctionnement de cet hôpital situé au quartier Mboloko à Matete. Il s'en est suivi la visite des différents services organisés dans ces centres qui a des équipements médicaux de qualité. Profitant de l'occasion, Augustin Kabouya a rassuré les partenaires présents à cette manifestation du soutien de son parti et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, aux investissements et capitaux étrangers bénéfiques pour le pays. C'est au siège de son parti que le secrétaire général a bouclé sa tournée avant d'annoncer à l'assistance le début des consultations avec les structures du parti pour la désignation des délégués comme mandataires dans les entreprises publiques. Voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous nous avez pris en cours.